Par une soirée enneigée, un médecin entre dans la salle d'opération. L'homme a l'air sévère et sérieux. Il entre dans la chambre d'un patient inconscient, sous perfusion et apport d'oxygène artificiel. L'air frais entre dans la pièce par une fenêtre ouverte. Le médecin expire bruyamment en disant qu'un accident s'est produit. Il ne restait plus rien jusqu'au jour de la spécialisation, mais soudain, quelque chose s'est produit. Un groupe de personnes joue à pierre-feuille-ciseaux, ils se disputent à propos de quelque chose. Il s'avère que ce médecin se disputait avec ses amis pour savoir lequel d'entre eux irait au magasin. Un gars nommé Jérémy, étudiant en 4e année de résidence clinique, a perdu. Il dit que s'il ne répond pas au téléphone, faites savoir à tout le monde qu'il est gelé et transformé en glace. Jérémy ne comprend pas pourquoi ses amis ne peuvent pas aller eux-mêmes au magasin. Il espère que lorsqu'il aura acquis sa spécialité, il cessera d'être un garçon de course. Les rues nocturnes sont éclairées par des lumières vives, malgré l'heure tardive, les gens continuent de marcher. Jérémy se dirige déjà vers la maison, un épais sac de course à la main. Soudain, l'homme qui conduit le camion tombe malade et fait une crise. Malgré ses tentatives pour contrôler les commandes, il n'y parvient pas et la voiture continue d'avancer. Le gars est renversé par un coup d'une telle force, il vole dans les airs, tous ses achats s'envolent du sac dans des directions différentes. Au bout d'un moment, le personnage principal se tient près du lit d'un ami couché dans le coma. Jérémy est allongé immobile dans son lit, les yeux fermés, et sa respiration lente peut être entendue de temps en temps. Le docteur pleure amèrement sur son ami, il n'oubliera jamais sa dernière plaisanterie. Soudain, 2 infirmières entrent dans la chambre, l'homme se calme aussitôt et ajuste ses lunettes. La jeune fille dit que le temps de sortir du coma est passé. Elle demande si cela vaut la peine d'attendre plus longtemps ou non. Je me tourne vers la sortie. Les hommes répondent strictement qu'ils agissent selon le protocole. Avec une expression triste sur le visage, il dit au revoir à une infirmière nommée Jean. Quelqu'un a souvent dit que la mort à laquelle ils sont confrontés chaque jour à l'hôpital n'est pas la fin, mais peut-être même un nouveau départ. Un jour de neige, Jérémy, étudiant en résidence clinique de 4 ans, un diplôme en dessous du personnage principal, la veille de recevoir sa licence de spécialiste dans un centre de transplantation d'organes internes, a rencontré la fin de sa courte vie. Jérémy apparaît dans la grotte, il aperçoit la lumière au bout du tunnel. Ses pieds traînent lentement sur les pierres, il essaie d'avancer, mais c'est lent. Il entend des insultes dirigées contre lui-même, des inconnus le pointent du doigt. Le gars tombe épuisé au sol, fatigué de ses pensées et de ses brimades. Il veut arrêter tout cela. Pourquoi vivre si vous voyez une douleur continue? Personne n'aurait pu imaginer que la vie serait si cruelle. Jérémy est très épuisé par le ridicule et le ridicule des autres. Les gens comme lui ne peuvent pas devenir chirurgien cardiaque, il s'efforce de le devenir parce qu'il voulait avoir au moins quelque chose. Soudain, le personnage principal entend les mots de gratitude d'un de ses patients. La jeune fille dit que grâce à son traitement, elle peut à nouveau rêver de devenir artiste. Les gens continuent de remercier le gars, ils disent que grâce à lui ils ont du courage, grâce à lui ils n'ont pas abandonné. Le personnage principal se dit qu'avant il marchait avec un visage insatisfait, mais maintenant il sourit largement. Il se lève, malgré sa fatigue, parce qu'il veut entendre à nouveau la respiration des patients, revoir leur sourire. Jérémy ira mieux car alors il reverra la joie sur les visages de ses patients. C'est le sens de sa vie. Le gars est sous l'eau, ne comprenant pas où il se trouve, on dirait que quelqu'un l'appelait. Il a un besoin urgent de se réveiller, mais son corps est très lourd. Soudain Jérémy ouvre les yeux, il est dans son lit d'hôpital. Le gars regarde autour de la pièce, il y a de la propreté et de la paix tout autour. Le soleil brille à travers la fenêtre. Il se souvient que tout récemment il a été heurté par un camion, c'est la dernière chose dont il se souvient. Le personnage principal ne comprend pas d'où lui vient cette sensation de légèreté sans précédent. Eh bien, malheureusement, il lui est encore difficile de garder son équilibre. Le gars remarque un mot près de son lit, le nom est complètement différent, à savoir Chuck. Il saute, apparemment les médecins l'ont confondu avec un autre patient, il a probablement besoin d'un traitement différent, il y a un risque de blessure et d'erreur médicale. Soudain, il s'arrête près du miroir et le regarde. Le gars voit un visage complètement différent dans le miroir, peut-être qu'il l'imagine. Le personnage principal est devenu une personne complètement différente, c'était peut-être un effet secondaire après l'opération. Mais il n'en avait jamais entendu parler. Jérémy ne connaît pas Chuck, il pense qu'il devrait consulter un psychiatre. Soudain, le gars commence à avoir un violent mal de tête, il se souvient de lui comme un petit garçon, assis à son bureau. Dans les souvenirs, il y a aussi un moment où lui et son ami prennent des photos avec en toile de fond une belle rue. Un jour, un homme tombe malade dans la rue et est emmené par une ambulance. Chuck a vu les résultats de sa maladie, il présentait des symptômes d'infarctus du myocarde. Soudain, Jérémy réalise que son cœur a été transplanté dans un autre corps. Son vrai corps n'existe plus, car il a été démantelé en organes. Le personnage principal ne comprend pas pourquoi il est resté en vie, l'esprit de Chuck aurait dû rester dans ce corps. Il s'avère que Jérémy a tué ce type puis est né de nouveau. Il est sûr qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il a survécu. Soudain,
le personnage principal se demande s'il a réussi l'examen d'état. Quoi qu'il en soit, il doute qu'il ait à nouveau une telle chance. Il y a une opportunité de redevenir médecin dans le corps de Chuck. Lorsque le gars a choisi la cardiologie, il n'a rencontré que des moqueries et des brimades de la part de ses collègues en cours de route. 3 ans plus tard, lui, surnommé par tout le monde un imbécile, est devenu le meilleur en résidence clinique, mais n'a pas reçu de reconnaissance. Voulant l'obtenir du monde qui était cruel envers lui, il a couru comme un fou. Le gars a essayé comme personne d'autre, mais il est finalement mort, incapable d'obtenir la spécialité dont il rêvait. Dans cette vie, Jérémy ne fera pas la même erreur et deviendra le meilleur spécialiste en chirurgie cardiaque. Le personnage principal ne sait pas si l'ancien propriétaire du corps peut l'entendre, mais il paiera pour l'utiliser en devenant un meilleur médecin. Soudain, une infirmière entre dans la pièce, après avoir récemment examiné le corps encore existant de Jérémy. Le gars trouve rapidement quoi répondre à la fille, puis lui demande de vérifier ses signes vitaux. Elle sort en courant de la pièce pour récupérer les outils nécessaires, disant qu'elle va tout vérifier maintenant, et le gars répond qu'elle ne devrait pas se précipiter. Le personnage principal s'arrête à cette phrase, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Dans sa vie passée, il avait le sang extrêmement froid. Apparemment, en raison de son entrée dans le corps de Chuck, même son caractère a changé. Le gars ne sait pas où est le vrai lui. Vérifie la tension artérielle et le pouls, tout est normal. Il sourit en disant qu'il n'y a pas non plus d'arythmie. L'infirmière félicite le gars pour le fait que tout va bien pour lui et il commence à voir son statut. Le personnage principal est choqué par ce qu'il voit et ne comprend pas d'où vient cette planche. Il se détourne et répond qu'il n'y a aucune plainte et que tout va bien. La fille dit que dans ce cas elle ira. Le gars voit à nouveau le tableau avec son statut. Il se frotte rapidement les yeux, pensant que cela ne peut pas arriver. Jean se dirige vers la sortie, avertissant que si son patient ne se sent pas bien ou est dérangé par quelque chose, cela vaut la peine d'en parler. Jérémy ne comprend pas ce qui s'est passé, car non seulement il s'est retrouvé dans le corps de quelqu'un d'autre, mais en plus certains statuts apparaissent sous ses yeux. Il essaie de reprendre ses esprits, il a apparemment la capacité de voir à travers tout le monde. Le gars n'en croit pas ses yeux et que cela existe vraiment. Cela vaut la peine de commencer par le fait qu'il ne peut pas y toucher. Jérémy devient hystérique, pensant que tout cela ne peut pas exister, il est probablement devenu fou. Soudain, une échelle d'acceptation de la réalité apparaît devant lui, elle est remplie à 25%. Le personnage principal continue de regarder la table et pense que cela semble trop précis pour être absurde. Cela ressemble à un jeu. Il suggère que Chuck pourrait simplement être un accro au jeu. Jérémy suppose que tous les chiffres de ce tableau correspondent aux capacités de l'homme dans lequel il a emménagé. Le personnage principal remarque une compétence appelée l'œil d'Hippocrate, grâce à laquelle il peut voir l'état du patient. Le gars tombe à nouveau dans l'hystérie, pensant qu'il est devenu fou, et la charge d'acceptation de la réalité diminue à nouveau. Il accepte cette planche, mais ne peut pas comprendre entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. L'acceptation de la réalité est complète, Jérémy accepte les nouvelles choses de la vie. Le gars se rend compte que Chuck ne peut pas être en résidence clinique, car c'est un jeune homme inexpérimenté qui vient de réussir l'examen d'état. Il s'avère que le corps appartient à Chuck, mais l'esprit et les capacités appartiennent à Jérémy. Soudain, le conseil demande s'il faut changer le mode du médecin traitant pour celui du patient. Le personnage principal change le système et le tableau de bord change. Il montre même les symptômes ou la localisation de la maladie. Apparemment, cette capacité est bien meilleure qu'il ne le pensait. Cette information est suffisante pour établir un traitement approximatif. Désormais, l'objet du ridicule, Jérémy, pourrait devenir le meilleur cardiologue du corps de Chuck. Le gars est assis sur son ordinateur portable, feuilletant les pages de différentes personnes. Il essaie de trouver des informations sur la personne à partir de la photo, mais rien n'en sort. Apparemment, pour connaître son état, il faut voir le patient en direct. Le personnage principal remarque un message sur l'une des pages People, qui parle d'une transplantation cardiaque d'un médecin à un autre. Soudain, une infirmière apparaît derrière lui, regardant l'écran de l'ordinateur portable avec intérêt. Jérémy s'éloigne d'elle de peur. Jean répond qu'aujourd'hui, elle doit subir un test d'inflammation. Elle doit donc lui prélever du sang. Le gars soupire lourdement, disant que son cœur a presque sauté hors de sa poitrine à cause de la peur. La jeune fille commence la procédure, prend la main du patient et se prépare à faire une ponction. Elle rapporte paniquée qu'elle ne trouve pas de veine. Le personnage principal lui demande doucement de ne pas se précipiter. Le gars décide de prendre un moment et de regarder ses signes vitaux. Ils ont considérablement diminué à cause du travail de nuit, mais ce n'est pas du tout la question. L'infirmière a connu une perte de confiance en elle, une diminution de sa capacité à gérer les patients et d'autres compétences. Il s'avère que le problème avec les indicateurs est apparu à cause de cet effet. Soudain, une infirmière en colère entre dans la chambre et crie après la jeune fille à cause de sa lenteur. Jen s'excuse en disant qu'il ne reste plus qu'à prélever du sang sur un patient nommé Chuck. Le personnage principal regarde l'infirmière avec compréhension, car il a vécu la même chose.
Il se moquait de lui, disant qu'il était complètement décevant et qu'il n'aboutirait à rien. Si au moins quelqu'un l'avait consolé à ce moment-là, il se serait senti beaucoup mieux. Jérémy dit à la fille qu'il y a des moments où les choses ne marchent pas. Il dit qu'il voit son état et propose de lui prélever du sang. La fille dit qu'il faut utiliser ses 2 mains pour prélever du sang. Le gars dit qu'il y a une solution à tout et demande de lui donner une corde. Si vous le serrez au niveau de la cheville, les vaisseaux commencent immédiatement à dépasser. De cette façon, vous pouvez prélever votre propre sang avec vos 2 mains. Jean ne connaissait pas cette méthode, elle remercie le personnage principal et dit qu'elle le récompensera. Si seulement Jérémy avait entendu un mot gentil plus tôt, il serait peut-être devenu une personne différente. Une notification apparaît concernant l'évolution des niveaux de compétences. Les compétences actives sont désormais disponibles. Il semble que les compétences puissent être améliorées grâce à la pratique médicale, et apparemment l'automédication compte également. Maintenant, en tant que patient, il est difficile de pratiquer la médecine, mais si après sa sortie le personnage principal devient interne, alors ses compétences devraient s'améliorer. Il ne devrait pas échouer à l'examen d'état. Quelqu'un demande au personnage principal pourquoi il s'est réveillé si tôt. Il s'avère qu'il s'agit d'un médecin qui a récemment pleuré à la suite de la mort d'un ami. Il demande à parler si quelque chose dérange Chuck. Le médecin dit que le patient ne présente aucune anomalie grave et qu'il pourra donc bientôt sortir. Ce médecin s'appelle Stephen, il est le seul à avoir accepté les capacités de Jérémy. Cet homme ignore les étrangers et a beaucoup de sang-froid. Mais lorsque le personnage principal a été confronté à une dure réalité, ses conseils lui ont donné de la force. Le médecin demande comment se sent le patient, il répond qu'il souhaite sortir immédiatement. L'opération s'est déroulée sans complications, les résultats des examens sont également bons, Chuck sera bientôt transféré en division commune et sa sortie sera accélérée. Le personnage principal décide de tester le médecin à l'aide de son dossier. Il s'avère que la seule compétence dans laquelle il est supérieur à Steven est la capacité de diagnostiquer, probablement grâce à Hippocrate. Le gars décide de demander quelque chose à son médecin. Il demande à quoi ressemblait Jérémy, qui a donné son cœur à Chuck, il se demande ce que Stephen va dire de lui-même. Le médecin dit que ce type était un imbécile qui ne voyait que des patients et des médicaments. Il ne sait pas si ce type aurait pu devenir le meilleur chirurgien cardiaque, mais de tous les médecins, il était le plus remarquable. Le plus gros problème était d'investir. Beaucoup d'émotions chez les patients. Depuis son internat jusqu'à sa première année de résidence, Jérémy a été constamment grondé. Malgré cela, il a étudié et perfectionné ses compétences chaque jour, devenant presque le meilleur parmi toutes les 3e années. Si seulement il avait eu un peu plus de temps pour étudier la médecine, il aurait même surpassé Stephen. Soudain, le médecin est distrait du sujet et demande au patient où il va s'inscrire, car il a récemment réussi l'examen d'état. Il répond avec enthousiasme qu'il ira en chirurgie cardiaque. Grâce à Jérémy, Chuck a une nouvelle vie. Par conséquent, il veut suivre les traces de son sauveur et aider les gens. Il envisage de devenir le meilleur chirurgien cardiaque. Stephen sourit légèrement et souhaite au gars bonne chance dans ses efforts. Soudain, il s'arrête et demande à Chuck de s'occuper de cet imbécile. Un tableau apparaît avec l'inscription concernant la réception d'une récompense. Le personnage principal a acquis la compétence que possède Stephen. Le gars verse une larme en réalisant la situation. Le temps est clair et la lumière du soleil éclaire l'hôpital de l'autre côté de l'université. Le personnage principal a réfléchi pendant 4 jours aux compétences acquises par Stephen, mais ne comprenait toujours pas comment cela s'était produit. 2 gars regardent derrière son rideau, ils voient Chuck manger du chocolat et lui demandent de partager. Ce sont ses colocataires, il les a rencontrés lors du transfert du type des soins intensifs à la division générale. Il semblerait qu'en raison du vrai caractère de Chuck, Jérémy a pu facilement se rapprocher d'eux. Le gars donne à ses voisins des noix pour de bons vaisseaux sanguins et du kiwi pour l'hypertension artérielle. Le personnage principal invite un autre de ses amis à essayer quelque chose de délicieux. L'homme refuse les friandises parce qu'il a récemment mangé et qu'il est maintenant rassasié. Le gars ne comprend pas ce qui ne va pas, apparemment quelque chose lui est arrivé. Il suggère qu'il mange quelques collations et parle de ce qui s'est passé. Jérémy demande à l'homme s'il est contrarié parce que son ami a pris tous les rôles de la comédie musicale, mais le voisin répond qu'il s'en fiche. Le personnage principal continue de suggérer que les expériences sont peut-être liées à l'opération. L'homme s'indigne, casse une barre de chocolat par émotion, il estime que personne ne peut s'en inquiéter. Jérémy dit qu'il a également subi une intervention chirurgicale et comprend ce qu'il ressent maintenant. Il demande de ne pas s'inquiéter, car cet hôpital est le meilleur au monde. Le gars demande si les inquiétudes sont liées au fait que l'opération pourrait ne pas se passer bien ou qu'il y a une possibilité de réveil pendant l'anesthésie. Le voisin est d'accord, mais le personnage principal continue de le rassurer en lui disant que la probabilité d'un tel résultat est extrêmement faible et qu'il vit lui-même avec le cœur de quelqu'un d'autre. Cela est l'homme, il se rend compte qu'il n'est pas très inquiet. Le voisin le remercie et un panneau apparaît avec une inscription sur la maîtrise d'une nouvelle compétence de support.
Il demande si le propriétaire des capacités souhaite utiliser la compétence de soutien, puis le personnage principal touche l'homme et ses émotions deviennent plus vives. L'immunité, la résistance et la régénération du voisin ont augmenté, et le désir de vivre s'est renforcé. Jérémy n'arrive pas à s'habituer au corps de Chuck agissant tout seul, il le réconfortait si facilement. Le personnage principal décide de regarder à nouveau la fenêtre d'état pour analyser les changements. Il semble que les compétences puissent être très différentes, ce qui signifie que tout ne peut pas être utilisé exclusivement en la pratique médicale. Le gars fait attention à l'infirmière, je me demande ce qui lui arrive, elle est fatiguée aussi aujourd'hui. Il décide de saisir l'occasion et de tester les compétences qu'il a acquises. Le personnage principal s'approche d'elle et la salue gentiment. Au fond, Jérémy est à nouveau indigné que son corps ne lui obéisse pas. S'il savait ce qu'était cette compétence, il ne l'aurait probablement pas utilisée. Jean lui sourit avec charme et lui demande ce qui lui est arrivé. Tous ses indicateurs s'améliorent, après quoi elle demande si le patient voulait quelque chose d'elle et il commence à refuser. Il demande de ne pas prêter attention à ses agissements étranges. La compétence a atteint un nouveau niveau et n'est pas ordinaire, mais un soutien écrasant était nécessaire. Mais Jérémy a compris comment utiliser les compétences acquises. L'émergence des compétences est plus universelle qu'il ne le pensait. Le niveau de compétence peut être augmenté même sans pratique médicale et, à l'avenir, il pourra acquérir d'autres compétences. À l'avenir également, vous devrez réfléchir avant de créer les situations soudaines. Le gars est envié parce qu'il est déjà en train de partir, mais il doit partir le moment venu. Le voisin demande à l'emmener avec lui en disant qu'il va mourir d'ennui, l'opération a réussi et maintenant tout va bien pour lui. Le personnage principal demande pourquoi l'homme a encore un picotement dans la poitrine. Il ne comprend pas comment il l'a su. Jérémy répond qu'il vient de l'entendre marmonner hier soir. Il a menti sur ce qu'il ressentait lors de ses tournées matinales. Les médecins ne sont pas des dieux et savent seulement ce que leurs patients leur disent. Vous devez toujours parler honnêtement de votre état, non seulement le médecin, mais aussi le patient participe au traitement. L'homme dit que le gars est plus méchant que sa femme. Il répond qu'il est médecin, c'est pour ça qu'il se comporte ainsi. En fait, le personnage principal n'a appris la douleur que grâce à ses compétences. Soudain, quelque chose détourne leur attention du dialogue. C'est une fille nommée Mia, apparemment aujourd'hui est venue plus tôt que d'habitude. Elle et Chuck se rencontrent pour la première fois. L'homme dit qu'il est le plus beau et le plus jeune de la salle. La jeune fille salue maladroitement le personnage principal. La voisine demande si Mia a mangé aujourd'hui, elle répond qu'elle va bientôt manger. La fille est la fille d'un homme, il demande à aller chercher du jus d'orange, mais elle refuse. Il dit qu'il peut attendre la prochaine fois, et Mia lui arrache brusquement et grossièrement son argent des mains. Le voisin la regarde avec déception. Jérémy essaie d'aplanir ce moment gênant et demande en quelle classe est sa fille. Il dit qu'elle est en fait très bonne, mais qu'elle est juste très nerveuse ces derniers temps. Le gars pense que son voisin nommé John, bien qu'il ait l'air menaçant, se comporte comme un père ordinaire. Pour la première fois il est si bouleversé. Chuck décide de se peser, refuse d'avoir pris 5 kilos et a même un ventre. Jen arrive et dit à son patient que pour sa taille, il a un poids tout à fait normal. Elle dit qu'après l'opération, le gars ressemble à une personne complètement différente, cela la rend incroyablement heureuse. Le personnage principal met la main sur son cœur et dit qu'il y changera. Le couloir regorge de monde, apparemment ils se dirigent tous vers une sorte de procédure. Le gars remarque Mia dans le couloir, elle va avec du jus pour son père, il propose d'aller ensemble dans la salle. Le personnage principal s'intéresse à la disponibilité des vacances scolaires et analyse pendant ce temps la fille à l'aide de son tableau de statut. La fille ne le laisse pas finir et explique que si son père lui demande de lui parler, il ne devrait pas s'occuper de ses affaires. Jérémy vous demande de l'écouter jusqu'au bout avant d'exprimer votre opinion, vous devriez y réfléchir. Il explique que les parents sont avant tout des personnes qui peuvent être blessées et offensées par les actes de quelqu'un, tout comme une fille est blessée par les paroles des autres. Mia accélère le pas puis dit que le gars ne devrait pas intervenir. Elle arrive dans la chambre de son père et lui tend une petite bouteille de jus d'orange. John est surpris que sa fille lui ait apporté du jus après tout. L'homme en est incroyablement heureux, il caresse la tête de sa fille et la remercie. Le voisin continue d'être touché par tout cela et Jérémy pense que c'est à cela que devrait ressembler une vraie famille. S'il avait eu des parents, il aurait pu devenir différent. Soudain, la mère de Chuck apparaît derrière lui, il la salue respectueusement, car les femmes ne sont pas sa vraie famille. Elle suppose que son fils est gêné et lui demande d'arrêter. Le gars dit qu'il va changer de vêtements maintenant et qu'il sortira vers elle dans le couloir. Les parents de Jérémy sont arrivés il y a une semaine, ils lui ont tenu la main et ont pleuré en apprenant qu'il était rétabli. Personne n'a pleuré à cause de ce gars, sauf le professeur de l'orphelinat. Il s'habille et dit au revoir à John, qui lui demande de l'appeler plus souvent. Le personnage principal promet de le rencontrer lorsque son voisin sortira de l'hôpital. Bien que le gars soit maintenant parti en tant que patient, il est sûr qu'un jour il reviendra en tant que médecin. Un nouveau jour est arrivé, le soleil illumine les immeubles à plusieurs étages. La mère de Chuck dit qu'il n'est pas rentré à la maison depuis longtemps et qu'il lui a probablement manqué,
Jérémy pense qu'il n'a jamais été là. Il savait que cette famille possédait une maison assez grande, mais il ne pouvait même pas imaginer qu'elle soit si immense. Les parents disent au revoir au gars en disant qu'ils ont rendez-vous aujourd'hui. Le personnage principal pense qu'il le traite très bien ici, mais il se sent toujours terriblement mal à l'aise. Une photo de famille le distrait de ses pensées, le gars la regarde avec intérêt. Cette photo montre également le frère cadet de Chuck. S'il se sent mal à l'aise devant ses parents, et encore plus devant lui, il n'imagine pas leur rencontre. De nulle part, un énorme chien apparaît dans la pièce. Un berger allemand nommé Jessie est l'animal de compagnie de Chuck. Le gars tend la main dans sa direction et demande au chien de lui donner une patte, mais il se détourne à contre-séure. Soudain, le personnage principal se rend compte qu'il peut observer l'animal en utilisant ses compétences. Ouvre un tableau spécial utilisant l'œil d'Hippocrate, s'il fait de gros efforts, il peut même devenir vétérinaire. Il s'avère que Jérémy peut vérifier de ses propres yeux tout ce qu'il voit. Ainsi, il a la possibilité de devenir un médecin prospère et honorable dans tous les domaines. C'est très étrange qu'après sa renaissance, le gars ait commencé à imaginer beaucoup plus souvent. Soudain, son téléphone vibre dans la poche du protagoniste, il entame un dialogue avec ses camarades de classe et découvre que c'est aujourd'hui le jour où les résultats de l'examen d'état sont annoncés. Il est très inquiet d'avoir pu échouer, espérant le meilleur. Le gars comprend qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça, la plupart des donneurs passent par là, ce chiffre ne peut pas diminuer. Il fait noir dans les rues de la ville, des lanternes illuminent les sentiers et des panneaux s'allument. Le personnage principal regarde l'heure sur son téléphone, pensant que ses camarades sont en retard. Ses connaissances le saluent, à savoir un coiffeur nommé Walter et un petit nommé Nicolas. Chuck leur répond sarcastiquement, car il les attend depuis longtemps. Nicolas ne comprend pas pourquoi il a une telle réaction. Walter dit que peu importe à quel point le gars a glissé, il est impossible pour Chuck d'échouer à l'examen. Le blond demande de ne pas faire attention à ce comportement, car son ami a récemment subi une opération. Apparemment, il n'est pas encore complètement rétabli. Walter est le chef du groupe que Chuck a rejoint sans réfléchir l'année dernière. Eh bien, personne dans ce groupe ne se souciait de lui. Il propose à boire à leurs camarades de classe, mais il vient de quitter l'hôpital. Jérémy ne sait pas pourquoi Chuck les a contactés, mais aujourd'hui, il va rompre ce lien. Il y a de délicieuses collations et friandises sur la table, et les gars entament un dialogue intéressant. Nicolas raconte une histoire drôle, Walter rit, mais Chuck n'est pas du tout d'humeur à plaisanter, car il n'aime pas cette entreprise. Soudain, le blond interpelle son camarade de classe. Il demande pourquoi il ne rit pas ici, le personnage principal se dit que ce n'est plus drôle pour lui d'entendre ça. S'il ne change pas sa relation avec eux, il continuera à être ignoré même après être devenu médecin. Il demande si ses connaissances ont choisi cette direction. Lui, à son tour, s'intéresse au service d'urgence. Walter se rend en chirurgie plastique et lui propose de l'accompagner. Son père a ouvert un hôpital à côté de la gare. Dès qu'il avait obtenu sa spécialité, il commençait immédiatement à travailler. Walter promet qu'il les accueillera tous les deux. Le blond demande à Chuck pourquoi il parle si peu. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis très longtemps, et maintenant le personnage principal restait assis en silence toute la soirée, ce qui le rendait très triste. Chuck dit que le gars devrait d'abord poser sa cigarette et ensuite parler, car il a récemment subi une intervention chirurgicale. Walter jette sa cigarette et dit que le gars a beaucoup changé. Avant, il ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Le gars dit que c'est juste une blague, il aimait la façon dont il le regardait. Soudain, deux autres camarades de classe nommés Karen et Marie apparaissent devant les gars. Karen s'accroche à Walter, le félicitant d'avoir réussi l'examen, il pourra bientôt devenir médecin dans son propre hôpital. Marie s'approche de Chuck et lui demande comment s'est déroulée sa libération. La jeune fille le complimente, il répond qu'il a pris du poids, elle rougit et ajoute que son interlocuteur est bien plus beau qu'avant. Walter s'approche de Chuck et lui dit que Marie l'aime bien. Lorsqu'il a été hospitalisé, on aurait dit qu'une partie d'elle-même était morte avec lui. Le personnage principal retire la main de son camarade de classe de son épaule, car il n'a pas besoin de le savoir. Le gars pense que son ami dit des bêtises. Walter se dirige vers le café, demande à son camarade de classe d'aller plus vite et ils feront la fête toute la nuit. Soudain, Chuck est distrait par quelque chose et remarque quelque chose au loin. Il lui semble qu'il y a une personne allongée à côté des sacs poubelles, il ne voit rien. Il fait déjà complètement noir dehors, Walter suppose que cet homme est probablement un ivrogne. Le personnage principal n'est pas d'accord avec lui, cet homme a un besoin urgent d'aide. Il estime qu'il est nécessaire de signaler cela et de prodiguer ensuite les premiers soins. Walter dit que ce ne sont pas ses affaires et demande de ne pas gâcher l'ambiance. Le gars est très indigné, car il y a un homme allongé par terre. Prendre soin des blessés est la responsabilité du médecin, l'homme est en danger et le blond veut juste le quitter. Chuck crie qu'avec une telle attitude, il ne peut pas se qualifier de médecin, il devrait avoir honte. Dans tous les cas, il avait prévu d'arrêter de communiquer avec lui, mais il est toujours surprenant de constater à quel point ce type est terrible. Le personnage principal court vers l'homme,
relève la tête et lui demande ce qui le dérange. Une personne perd connaissance, vous devez utiliser ses compétences rapidement. Il utilise l'œil d'Hippocrate et se rend compte que l'état de l'homme est bien pire qu'il ne le pensait. Le gars touche son front et détermine approximativement sa température corporelle. Puis il ramasse un pinceau, sa respiration va bientôt s'arrêter, même si elle est exorbitante. Il étire ses vêtements d'extérieur pour regarder le corps de l'homme. Soudain, le personnage principal se rend compte qu'il s'agit d'un tampon cardiaque. De plus, le sang du cœur s'accumule directement dans la membrane qui l'entoure, le péricarde, ce qui provoque une compression de ses cavités, ce qui empêche le fonctionnement normal de l'organe. À en juger par l'ecchymose sur la poitrine, la tamponnade s'est produite à cause des vêtements. Bientôt, je ne pourrai pas arriver à temps, je dois agir de toute urgence. Vous devez d'abord éliminer le sang accumulé dans le péricarde, seule une ponction sera utile ici. Le temps est catastrophiquement court, il faut se dépêcher. Le personnage principal demande de lui donner en urgence de la povidone iodée et une aiguille. Il doit sauver le patient. Il devra toucher le cœur directement sans échographie et éliminer le liquide accumulé. Il existe une forte probabilité que l'aiguille touche vos poumons. Si cela se produit, cela signifie que le gars a fait un trou dans son cœur, ce qui entraînera une mort inévitable. La conscience de Chuck ne lui permet pas de ne pas essayer de sauver l'homme, alors il perce la chair de l'homme avec une aiguille. Un panneau apparaît devant lui, qui informe que la fonction a été exécutée avec succès. En prime, un effet à court terme appelé corps en acier est appliqué, une augmentation temporaire de l'endurance pendant 20 minutes. Même si l'opération a réussi, il est trop tôt pour se réjouir, l'état du patient doit être vérifié. Grâce aux compétences oculaires d'Hippocrate, le personnage principal apprend que le cœur et la respiration de l'homme se sont arrêtés. Il se rend compte que ce sont les conséquences d'une ponction péricardique. Le personnage principal pratique la respiration artificielle et le massage cardiaque sur le patient. Soudain, quelqu'un appelle le gars et il se tourne vers cette personne. Marie court vers lui, elle ne comprend pas ce qu'il fait. Chuck lui crie qu'il y a un défibrillateur en route, il lui demande de l'apporter. La fille s'arrête et dit qu'elle l'apportera tout de suite. Jérémy demande à Chuck de tenir encore un peu, sans jamais cesser de prodiguer les premiers soins. Ses mains s'affaiblissent, c'est apparemment la limite de ses capacités. Marie pousse Chuck sur le côté et commence à connecter le défibrillateur. La jeune fille demande à s'éloigner du patient et donne un choc au cœur de l'homme. Cela ne l'aide pas, il est toujours inconscient. Le personnage principal mesure le pouls, constate qu'il manque toujours et demande à la jeune fille de lui donner un choc. Marie appuie à nouveau sur le bouton du défibrillateur. Une décharge électrique transperce le corps de l'homme, sa poitrine se soulève. La respiration du patient revient, les soins d'urgence sont effectués avec succès. Un nouvel indicateur appelé connexion d'A est obtenu. Il s'agit d'un indicateur de la relation avec des collègues ou des patients. La première connexion d'A avec Marie est formée. Dans le cas de la pratique médicale avec elle, il reçoit une accélération et des bonus supplémentaires. Elle respire fort et dit qu'elle a déjà prévenu les autres qu'une ambulance arriverait bientôt. Le personnage principal pense que Marie était également confuse au début, mais elle s'est rapidement ressaisie et a pu résoudre la situation. Elle a dit aux gens qu'un homme gisait dans les ruelles et leur a demandé d'appeler une ambulance. La fille s'est avérée beaucoup plus décente que Chuck ne le pensait. Le héros a dû expliquer qu'il a découvert par hasard qu'un homme gisait dans cette ruelle. Il a subi une tamponnade cardiaque et a été perforé pour prévenir un arrêt cardiaque, a pratiqué la RCR et a utilisé un défibrillateur. Le travailleur médical a été très surpris que le gars soit capable de diagnostiquer et de fournir une assistance lui-même. Il n'y a pas d'anomalie grave chez le patient. Les médecins l'emmèneront à l'hôpital le plus proche pour un contrôle plus précis de son état. La fille s'approche de Chuck et l'appelle, il la prend par les épaules et lui demande de le croire. Le personnage principal ajoute que lors de la ponction il a collecté du liquide péricardique, il souhaite le transférer à l'hôpital. Après analyse de ce liquide, l'hôpital pourra agir rapidement. Le médecin dit à Chuck que grâce à ses soins d'urgence soignés, le patient ne présente aucune anomalie grave et lui demande également de quel hôpital il vient. Le médecin dit calmement que le département de chirurgie cardiaque de l'université rapporte que cela n'est pas surprenant, car il a tout exécuté parfaitement. La jeune fille s'indigne d'entendre un tel mensonge, mais Chuck la calme et lui dit que tout va bien. Le médecin leur dit que le patient a repris connaissance et qu'il souhaite les voir tous les deux. L'homme remercie les gars, dit qu'ils lui ont sauvé la vie, il aimerait les saluer correctement, mais son état ne le permet pas. Le personnage principal demande comment se sent le patient, il n'arrive pas à croire qu'il vient de tomber dans la rue. Le gars décide de vérifier l'état de l'homme à l'aide de son œil d'Hippocrate. Grâce à cette compétence, il apprend que l'homme est un médecin de médecine traditionnelle coréenne et qu'il possède de nombreuses compétences absolues. Le patient remet à Chuck sa carte de visite, l'homme s'appelle Christian, il est le chef du département thérapeutique de médecine traditionnelle. Il dirige les services de l'hôpital de médecine traditionnelle, qui compte parmi les 3 meilleurs du pays. Le héros en est incroyablement heureux,
car le patient s'est avéré être un médecin hautement qualifié. L'homme possède ses capacités à la perfection. Le gars pense qu'en tant que nouveau venu, il ne peut pas faire face à lui, il dit au revoir à Christian. Après avoir quitté l'hôpital, le personnage principal s'étire lentement et dit que la journée a été longue. Chuck dit qu'il est assez tard maintenant, alors il raccompagne la fille à la maison. Elle dit que le gars a déjà fait beaucoup pour elle aujourd'hui. Chuck propose d'y aller, au moins cela l'emmènera à l'arrêt de taxi. Mais il n'est pas sûr qu'il soit possible de prendre un taxi à une heure aussi tardive. Marie rassemble ses forces et invite le personnage principal à passer la nuit avec elle. La jeune fille prépare des nouilles avec des œufs et des légumes pour nourrir les invités. Chuck la remercie pour la nourriture et elle, à son tour, en demande plus. Le gars est très gêné, mais il ne refuse pas la friandise. Marie lui dit de manger tant qu'il le peut, mais en attendant, elle doit répondre à l'appel. Elle s'écarte, salue son père et lui dit qu'elle va bien. D'après les souvenirs de Chuck, le père de Marie est avocat. Maintenant, il est clair pourquoi cette famille a accueilli Marie, même si elle ne leur convient pas. Apparemment Walter était là pour la même raison, c'est bien qu'il ait rompu la communication avec lui aujourd'hui. Elle revient vers son invité et s'excuse pour l'appel inattendu de son père. Le personnage principal s'intéresse à leur relation. La fille dit que leur relation n'est pas trop étroite, demande également d'attendre le gars et part quelque part. Elle apporte la carte de visite de son père, il est médecin avocat. Marie dit que si quelque chose arrive, le personnage principal peut appeler ce numéro. Le père est actif dans le domaine des incidents médicaux. Si quelque chose peut toujours aider, la fille se demande si Chuck a appelé leurs amis communs. Le gars explique qu'il ne les considère plus comme ses amis. Walter a vu cet homme inconscient, mais le gars est dégoûté qu'après sa proposition d'oublier, il se considère toujours comme un médecin. Marie dit qu'après leur conversation, le blond est entré très en colère, elle pensait qu'ils s'étaient disputés. Chuck la remercie, si elle n'était pas sortie à ce moment-là, il aurait abandonné. La fille apporte une veste à son invité, on dit qu'elle n'a plus de vêtements. Elle est surprise que le gars ait lavé toute la vaisselle, même si elle a dit de la laisser. Chuck explique que s'il passe la nuit avec elle, alors il devrait au moins l'aider à faire la vaisselle. Le personnage principal demande s'il peut d'abord aller sous la douche, Marie répond que les serviettes sont à l'intérieur. Soudain, la jeune fille se rend compte que les objets de son affection passeront la nuit chez elle aujourd'hui. Après l'offre d'une nuitée, la jeune fille était très inquiète, elle a demandé de ne pas se méprendre sur elle, il était tout simplement trop tard. Comme je l'ai rassuré, il a dit qu'il y avait pensé aussi, mais il doutait que cela ne la dérangerait pas. La jeune fille espère que ce sera peut-être sa chance. Debout devant le miroir, elle pense que si elle avait su cela, elle se serait acheté un beau pyjama, mais pour l'instant ils enfilent le meilleur d'eux-mêmes. Il lui semble qu'après l'opération, son camarade de classe a beaucoup changé. À table, Nicolas invitera ses amis à ne pas prêter attention au personnage principal. Walter était également mécontent du comportement audacieux de Chuck. Les gars se moquent de lui et la fille prend le parti du personnage principal et n'accepte pas les paroles des gars. Elle a entendu dire que la personnalité peut changer après une expérience de mort imminente, peut-être que l'homme est devenu une personne complètement différente. Il sort de la douche et demande à la maîtresse de maison où il peut ranger ses vêtements. Il fait complètement noir dehors, le clair de lune illumine les rues vides. Un gars portant un drôle de t-shirt rose avec un chat dit qu'il dormira par terre. Marie est indignée parce que les invités devraient dormir sur le lit, mais le gars tient bon, parce que le propriétaire devrait dormir sur le lit. La jeune fille est gênée et demande pourquoi ils devraient dormir ensemble sur le lit. La jeune fille est allongée dans son lit, rouge d'embarras, elle ne croit pas que cela se produise réellement. Tout s'est passé très soudainement et elle n'est pas prête pour une telle évolution des événements. Le gars la remercie, mais elle ne comprend pas pourquoi. Le personnage principal explique qu'il est reconnaissant qu'elle lui ait alors fait confiance. Elle regarde silencieusement le dos de son ami et ne trouve aucun mot. Le matin arrive, quelqu'un va au travail, quelqu'un va qu'à ses autres occupations. Le soleil se lève lentement dans le ciel. La chambre est éclairée par des rayons ludiques, Marie continue de dormir paisiblement dans son lit. Après avoir écrit un mot avant de partir, Chuck se rend à gare pour rentrer chez lui. Dans le train, il aperçoit un petit enfant avec sa mère. En fait, il ne devrait pas être ici parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Bien qu'il soit mort, il vit dans le corps d'une autre personne, il a sauvé un homme qui a failli mourir. En ouvrant les yeux, le gars était heureux de la seconde chance, mais le personnage principal n'était pas encore habitué au fait qu'il était en vie. Il fait déjà assez clair dehors, le temps est beau partout, le soleil est chaud. Chuck se dirige dans la rue dans une certaine direction. Autrefois, de son vivant, Jérémy ne venait pas souvent à l'orphelinat. Il s'avère qu'il a postulé pour devenir bénévole. Dernièrement, personne ne vient faire du bénévolat. Tout le monde est très occupé. Les gens qui y travaillent n'ont même personne à appeler. Le médecin est parti dans un autre monde et ils n'ont même pas pu lui dire au revoir. Le personnage principal a grandi sans parents, donc je ne sais même pas ce qu'est une famille, mais il y avait ceux qu'il pouvait appeler parents. Le directeur du refuge est très content de voir Chuck, content qu'il vienne. En tout cas, le gars voulait les rencontrer tôt ou tard.
La femme le remercie pour le voyage, ce n'était pas difficile pour lui et il était très curieux. Le personnage principal sourit calmement, il se réjouit des visages familiers et de ses souvenirs. Elle demande de ne pas la remercier, mais Jérémy, elle réalise simplement son dernier souhait. Quand Jérémy était petit, il pleurait toujours après s'être battu avec ses amis. Le gars baisse les yeux, il se souviendra toujours de quelque chose. Le jour où il a pu se défendre contre ce salopard qui le taquinait en le traitant d'orphelin. Mais malheureusement, ce jour-là, c'est seulement cela qui a été prouvé. Le garçon a pleuré, s'est excusé auprès du réalisateur et a déclaré que les gars avaient essayé de l'atteindre par eux-mêmes. Le réalisateur l'a serré dans ses bras et lui a dit de ne pas pleurer, il avait besoin d'être plus fort. Elle lui a demandé de devenir plus fort et de ne jamais perdre, et aussi de ne pas pleurer quand ce n'était pas de sa faute. La femme le regrette encore, après cet incident, Jérémy s'est complètement débrouillé seul, il ne pouvait attendre l'aide de personne et a tout surmonté lui-même. Elle est vraiment désolée qu'après avoir entendu ces mots, le garçon se soit enfermé. Les morts n'existent plus et, malheureusement, seuls ceux qui restent souffrent. La femme s'excuse, si seulement Jérémy avait eu des parents, les choses auraient pu être complètement différentes. Le gars arrête le réalisateur et lui dit que Jérémy avait des parents. Elle prend peur et demande si son invité a contacté ses parents. Le personnage principal balbutie et explique qu'on parle d'elle. Les parents ne sont pas seulement ceux qui ont donné naissance à un enfant, mais aussi ceux qui l'ont élevé. Il est évident que Jérémy considérait le réalisateur comme ses parents. La femme est très surprise par ce qu'elle entend, elle est au bord des larmes. Elle s'excuse pour ses émotions, ses larmes coulant sur sa robe. Le gars dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser pour cela, car il comprend tout. Tenant un balai à la main, Chuck réfléchit au fait que, selon ses calculs, il y aura beaucoup plus de travail pour les bénévoles. Les rayons du soleil traversent les feuilles et les branches des arbres, les personnages principaux décident d'aller voir les enfants. Le garçon lui a dit à mort qu'il voulait aussi devenir médecin comme lui. Jérémy a dit que s'il veut devenir comme lui, il devrait d'abord perdre un peu de poids. En raison de son emploi du temps chargé, le gars ne pouvait pas venir ici souvent, mais ce garçon suivait toujours Jérémy, il était comme un petit frère pour lui. C'est très intéressant comment il va maintenant. Le personnage principal vient à la porte avec l'inscription Marc, ce qui signifie le nom du propriétaire de la chambre. Chuck regarde dans la pièce et dit qu'il est venu rencontrer Marc. Un jeune homme émacié et épuisé demande qui il est. Le personnage principal arrive très choqué et le gars ne comprend pas ce qui s'est passé. Il explique qu'il a reçu le cœur du docteur Jérémy. Le gars trouve que ce jeune homme a l'air très malade. Chuck ouvre la fenêtre d'état pour vérifier l'état de la personne, il s'avère qu'elle souffre d'un trouble dépressif. Le personnage principal dit qu'il est venu le rencontrer parce qu'il a entendu dire que lui et monsieur Jérémy entretenaient une relation étroite, et il s'excuse également d'être venu sans invitation. Mac baisse les yeux et s'excuse, car il ne se sent pas bien. Il propose de se rencontrer la prochaine fois, car aujourd'hui c'est très difficile pour lui. Chuck sourit puis dit qu'il reviendra plus tard. Le personnage principal sort dans la rue en se tenant la tête et en se sentant agressé. Il y a 2 semaines, Marc s'est soudainement plaint de douleurs abdominales et a été transporté à l'hôpital. Là, ils ont diagnostiqué une inflammation aiguë de l'appendice, connue sous le nom d'appendicite, qui a nécessité une intervention chirurgicale conventionnelle avec un succès de 100%. Ce n'est pas une condition qui nécessite la prise de médicaments psychotropes ou de chirurgie plastique. Le chèque arrive à l'hôpital et demande à l'administrateur de copier les antécédents médicaux des résultats de l'examen du patient Marc sur son disque. Il regarde les draps, il est dit qu'après l'ablation de l'appendicite, un tube de drainage a été fixé à la zone touchée. Le lendemain, le patient s'est plaint de fortes douleurs abdominales. Lors de la vérification des signes vitaux, on a découvert que la température avait fortement augmenté. Le matin du même jour, un corps étranger s'est déversé du tube de drainage, qui n'était pas là ce jour-là. Après quoi le médecin traitant du patient a décidé de le transférer dans un autre service. L'homme de la réception demande si le gars a besoin du diagnostic de Marc. Il répond qu'il est également un représentant du refuge. Chuck demande si c'est l'homme qui a opéré le patient. Tandis qu'il rapporte qu'il l'a réalisé, le personnage principal vérifie son statut. Le personnage principal demande comment s'est déroulée l'opération. Il n'est pas sûr d'être un spécialiste, car son indicateur est inférieur au sien, malgré le fait qu'il est encore étudiant en résidence. L'homme répond qu'il n'a aucune raison d'en parler et lui tend des feuilles de papier. En partant, le gars pense que le comportement de cet homme montre qu'il ne veut pas s'impliquer dans tout ça. Le personnage principal jette des feuilles de papier sur la table. Il faut d'abord réfléchir au diagnostic. L'hôpital a révélé une péritonite généralisée, une perforation du gros intestin, une septicémie, une anomalie de la paroi abdominale et d'autres problèmes. Au total, plus de 7 opérations ont été réalisées, dont une reconstruction de la paroi abdominale. Il y avait également une thérapie supplémentaire ou médicamenteuse pendant le traitement, ainsi qu'une psychothérapie ainsi qu'une chirurgie plastique après la sortie. Soudain,
le personnage principal se rend compte que ce n'est pas son appendice qui a été initialement retiré. Au lieu de cela, ils ont retiré le côlon sigmoïde et, après la rupture de la suture, la perforation et l'infection ont commencé. Le gars revient à la réception et dit qu'il a vu une ambulance à l'hôpital. Le gars se souvient de la façon dont le médecin a refusé d'engager un dialogue sur l'opération. Il rappelle également que le directeur du refuge a déclaré que l'opération avait réussi, mais qu'une infection était apparue en cours de route. C'est difficile à dire, mais il sera difficile de couvrir les frais d'hospitalisation même si Chuck contribue de sa propre poche. Il est très déçu de la situation actuelle. Généralement, l'appendice est situé dans le bas de l'abdomen, à l'intérieur de la cavité abdominale. Le côlon sigmoïde, quant à lui, se trouve en bas à gauche, reliant le côlon et le rectum. Il n'est pas solidement fixé, il est donc assez mobile, vous devez le surveiller attentivement pendant l'opération. Non seulement ils ont effectué l'opération sur la mauvaise partie du corps, mais le contrôle post-opératoire a été extrêmement mauvais. Pendant l'opération, Mark a été infecté par des bactéries résistantes aux antibiotiques. En conséquence, une infection et une septicémie se sont produites, en plus desquelles il a développé une fistule anale du côlon sigmoïde et une fascite nécrosante. Ces médecins ont non seulement permis que tout cela se produise, mais ont également organisé une démonstration de leur réalisation après son transfert dans un autre service. Ce n'est pas la maladie qui a tué Mark, mais l'hôpital. Le médecin a ruiné la vie du garçon en commettant des erreurs aussi graves lors de l'opération. En arrivant au refuge, le personnage principal raconte tout tel que cela s'est réellement passé. Ce n'est pas la faute de Mark, le gars est très déçu et bouleversé par tout ça. La femme dit que ce sont des gens terribles, après ce qu'ils ont fait, ils accusent les autres. Elle remercie Chuck d'avoir découvert la vérité, ça a dû être très difficile. Chuck sourit gentiment et dit qu'il a aussi un frère cadet, et il comprend très bien ce sentiment. Il sera heureux si Mark est heureux, tout comme ce serait formidable s'il était son propre frère aîné. Le personnage principal ne pourrait pas dormir en sachant les souffrances de son jeune frère. Sortant le réalisateur de ses pensées, le gars l'appelle pour lui dire quelque chose. Il sait à quel point c'était dur pour elle, mais il ne peut pas les laisser s'en sortir. Le personnage principal estime qu'il devrait être poursuivi en justice, il en assumera l'entière responsabilité. Chuck frappe à la porte et il lui demande d'entrer. Mark demande si c'est le même gars qui est venu la dernière fois. Le personnage principal dit qu'il a entendu dire qu'il aimait la livraison de poulet. Il apporte à manger au gars, Mark le remercie. Il explique qu'il n'a pas très faim, donc il ne mangera pas de tout. Le héros demande de ne pas faire attention à lui, de laisser le gars manger en paix. Il suppose que le garçon de l'orphelinat a soif, alors il lui propose un coca. Le garçon dit que Jérémy prenait soin de lui aussi très souvent. Il a mangé le poulet sur les 2 joues, lui a donné du cola et lui a dit de manger plus lentement, lui a dit qu'il devrait perdre du poids, être en meilleure santé et commencer à étudier dur. Ce qui veut dire qu'il sait peu de choses sur Jérémy, mais il semble qu'il était très inquiet pour le garçon. Le gars est sûr que maintenant, dans des moments aussi difficiles, il serait également heureux d'aider. Mark sourit légèrement, pensant à quelque chose de bien. Le garçon remercie le gars pour son soutien, il essaiera de ne pas se décourager. De nouvelles compétences apparaissent appelées Spark of Revival. À l'avenir, le personnage principal deviendra encore meilleur, mais les compétences ne seront pas non plus superflues. Il est maintenant temps d'agir. Chuck va étrangler ses mauvais médecins. Le médecin, assis devant l'ordinateur, demande au gars d'entrer sans enthousiasme. Chuck dit qu'il est venu aujourd'hui non pas à cause du diagnostic, mais pour un autre problème. Il sourit gentiment, le temps presse, il sera donc bref. L'affaire concerne une faute professionnelle médicale contre un patient nommé Mark. L'homme est très inquiet, il commence à cliquer rapidement avec la souris sur son ordinateur. Bégayant, il dit que si le gars veut le calomnier, alors il ne devrait pas, il demande à quitter le bureau, en plus l'homme est occupé à examiner les patients. Le personnage principal jette de nombreux papiers et documents d'hôpital sur son bureau. Il dit qu'il se demande si le médecin continuera à dire cela même après avoir vu le rapport d'opération de son hôpital. L'homme est très inquiet et commence à appeler l'infirmière. Après avoir ouvert l'abdomen, une infection a été découverte dans la zone opératoire, l'appendicite n'a pas été retiré. Le médecin est sûr qu'il aurait dû retirer l'appendicite. Mais pour une raison quelconque, l'appendicite est resté en place. Le gars demande de regarder attentivement le protocole. Il y est dit que des perforations sont apparues au site de l'anastomose du côlon sigmoïde. Le médecin a confondu l'appendicite avec le côlon sigmoïde et a opéré ce dernier. L'analyse de la partie qu'il a retirée a montré que cet échantillon de tissu appartenait au côlon sigmoïde. À cause de ce médecin, la vie de l'enfant est ruinée. L'homme qui bégait dit qu'il n'en sait rien. Il saisit un morceau de papier, se met à rire hystériquement et répète la même phrase. Durant son hystérie, il déchire des feuilles de papier. Je répète qu'il n'en sait rien. Le médecin est sûr qu'il a gagné, que maintenant Chuck ne pourra plus rien faire. Le gars explique qu'il avait prévu cela, alors il a demandé à en faire une copie à l'avance. Comme le pensait le personnage principal, le médecin s'est avéré complètement désespéré.
L'homme aurait pu au moins demander pardon, mais il ne l'a pas fait. Le gars dit que dans 2 jours, il viendra à l'hôpital en même temps. En partant, ils ajoutent qu'à ce moment ils examineront cette situation plus en détail. Le médecin se verse froid, il se rend compte qu'il a commis une énorme erreur. Un cendrier vole au sol, rebondissant sur lui, la house music règne partout. Un homme crie au médecin qu'il ne peut même pas faire face à une appendicite. Il demande si le médecin savait que ce n'était pas l'appendice qu'il avait découpé. Le médecin répond qu'il était au courant. Le médecin ne comprend pas quoi faire maintenant et comment gérer cette situation. L'homme lui demande de partir, le médecin accepte et quitte la pièce. Le réalisateur appelle quelqu'un et lui demande si son interlocuteur est malade. Les hommes demandent si Chuck a aussi creusé sous lui. Il dit qu'il doit assumer la responsabilité de l'incapacité à communiquer le résultat de l'opération et du suivi post-opératoire inadéquat. L'interlocuteur dit que ce type a laissé la carte de visite du meilleur avocat, mais son ami dit que s'il avait vraiment eu des liens avec lui, alors l'avocat lui-même serait apparu. Il demande d'étouffer cette affaire. Le personnage principal, qui n'est même pas encore devenu stagiaire, a selon eux déjà de très mauvaises manières. Les hommes croient que cette pousse doit être arrachée par les racines. Le réalisateur demande à Chuck s'il peut le gérer. Elle sera très reconnaissante de son aide, mais il lui semble que l'affaire va être retardée. Le personnage principal dit qu'il a parcouru un long chemin et qu'il est donc confiant. Il ajoute qu'il a un atout dans sa manche. Chuck et le directeur entrent dans la salle d'audience. Harcèle la fille, se réjouissant de l'arrivée de Chuck. Son nom est Logan et elle est l'avocate de l'hôpital. Sans avoir le temps de répondre aux personnes venues, la jeune fille dit qu'ils ne sont pas là pour se présenter. L'hôpital estime que ce qui est arrivé au patient Mark n'est pas un accident. Le directeur est très indigné, car ce n'est qu'un mensonge. Logan peut comprendre la raison de sa colère, ils ont silencieusement accepté toute leur colère, une réunion aussi tardive sur cette question est aussi de leur faute. Eh bien, maintenant, ici et maintenant, elle espère qu'ils pourront résoudre les malentendus qui ont surgi. Le réalisateur crie, car il ne s'agit pas seulement d'un malentendu. Chuck dit qu'il pense qu'il s'agit d'un cas d'erreur de diagnostic et de négligence. Il est convaincu que les gens changeront d'avis une fois qu'ils commenceront à parler de manière significative. Le spécialiste en chef de la chirurgie générale de l'hôpital, nommé Kant, demande à s'asseoir et ils entameront ensuite leur discussion. Cela vaut la peine de commencer le retrait de l'appendice. La raison pour laquelle le monsieur a coupé par erreur le côlon sigmoïde est que le patient Mark est en surpoids. Il ajoute également qu'en cas d'obésité, il est difficile d'assurer une bonne visibilité, sans compter que le patient constitue un cas particulier car son côlon sigmoïde s'est déplacé vers le côté droit de l'abdomen. L'homme ajuste ses lunettes, ajoutant qu'il ne sait probablement pas encore quelque chose. Chuck dit qu'il existe effectivement des complications longitudinales lors de l'opération sur des patients obèses, mais en être conscient peut vous rendre encore plus prudent. Ils doivent également savoir qu'en suivant l'intestin, qui est relié à l'appendice, on peut facilement déterminer son emplacement. Ils demandent de ne pas blâmer un patient innocent pour le fait que ces travailleurs ne font pas leur travail. Le médecin tente de se justifier en évoquant les détails de l'opération. Le réalisateur ne comprend pas très bien de quoi il parle, mais il espère que Chuck saura gérer la situation. Il dit qu'il ne s'agit pas du tout d'obésité, mais qu'à l'hôpital, il a d'abord été exposé à une bactérie résistante aux antibiotiques, ce qui lui a valu une fascite nécrosante, qui s'est transformée en septicémie. Vont-ils vraiment prouver que la cause de la manifestation de cette bactérie est aussi l'obésité? Le médecin se lève et vise le protagoniste. Il dit que s'il continue à insister sur ce point, il n'aura pas d'autre choix. Les médecins remettent des feuilles de papier, c'est tout ce que leurs 2 hôpitaux peuvent donner. Chuck ne comprend pas si c'est une blague, ils ne peuvent donner que 10 millions. L'homme explique qu'ils ne peuvent rien faire contre leur entêtement. Il propose de prendre au moins cette somme ou de repartir sans rien. Le personnage principal explique qu'il ne va pas prendre l'argent ni partir comme ça. Logan, souriant, demande s'ils vont intenter une action en justice. Le médecin dit qu'ils n'ont pas d'argent pour la réhabilitation et qu'ils ne prendront pas leurs 10 millions, mais n'oubliez pas que les frais juridiques ont aussi besoin d'argent. Il ajoute également que si Citizen Chuck veut devenir leur rival, alors le résultat du procès sera évident. Vous pouvez vous battre devant le tribunal jusqu'à ce que l'un d'eux perde. Le réalisateur pleure et s'excuse auprès du personnage principal. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce et demande pardon pour son retard. Les gens dans la salle sont indignés et disent qu'on ne peut pas faire irruption aussi effrontément. L'homme essuie la sueur de son visage et demande si le patient Mark est discuté dans cette pièce. Il regarde autour de lui et cherche des visages familiers. L'homme salue Chuck, qui lui demande de s'asseoir. Il dit qu'il n'a pas beaucoup de temps alors il lui demande de commencer. Il s'appelle Liam, il est avocat dans un cabinet d'avocats médicaux. Les personnes présentes sont surprises d'apprendre qui est cette personne. Chuck suggère de discuter à nouveau du procès avec l'avocat Liam. Le médecin qui a commis une erreur lors de l'opération n'en croit pas ses yeux. La personne qu'il représente doit être bouleversante et terrorisée d'un seul regard, il est évident qu'il s'agit d'une figure de proue. Le médecin estime que Liam est une honte pour le statut d'avocat légendaire.
Logan s'approche de l'homme et s'incline profondément. Chuck ne s'y attendait pas. L'avocat fait l'éloge de la jeune fille, car elle a récemment travaillé sous sa direction. Le médecin se rend compte que l'IA est réel. L'homme estime que les salutations suffisent, cela vaut la peine de se mettre au travail. Il n'est pas venu ici pour admirer ces bouts de papier sans valeur. Liam demande à Logan ce qu'elle a appris en travaillant sous ses ordres. L'homme avoue qu'il est très déçu, car on appelle cette connerie un accord, il a déjà rencontré un tel cas. Un seul coup d'œil a suffi pour comprendre à quel point ces cas sont similaires, il précise s'il doit le répéter 2 fois. On demande à Liam d'aller au tribunal et on lui demande également s'il doit divulguer cette information aux médias. Des rumeurs vont se répandre selon lesquelles il ruine les patients de l'hôpital. Les gens ne viendront pas chez eux et l'hôpital fera faillite. Le médecin demande quelles sont ses conditions. L'avocat suggère de regarder cet accord et de discuter de tout. Il a préparé un contenu plus pertinent que ce qu'il suggérait. Chuck soulève l'homme pour que le directeur de l'orphelinat puisse signer la feuille. La femme pleure, remercie le personnage principal. C'était très difficile qu'elle soit prête à abandonner. Le gars dit qu'elle est aussi super de venir ici. Il est maintenant temps d'annoncer cette bonne nouvelle à Mark. Liam se redresse lentement sur sa chaise, il s'ennuyait beaucoup. Le gars dit que sans l'avocat, ils auraient eu de gros problèmes et le remercie de s'être occupé de tout. Il ne leur reste plus qu'à mettre fin au dialogue, à le remercier ainsi que Marie. Chuck pense que sa réponse rapide à la demande d'aide n'est pas surprenante, puisque sa fille le lui a demandé. L'homme ajoute qu'il a aidé cette fois, mais n'est pas sûr de pouvoir aider la prochaine fois. Il ne pourra pas toujours les aider et devra donc se débrouiller seul à l'avenir. Le personnage principal pense que l'homme a raison, ce n'est pas un fait qu'il aura toujours autant de chance. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Le soleil est déjà haut dans le ciel, la femme remercie le mec pour toute son aide. Il répond qu'il voulait lui-même le découvrir. La réalisatrice dit qu'elle en est également reconnaissante et souhaite ajouter quelque chose. Pendant un instant, elle crut même que son Jérémie était revenu, elle et Mark l'attendaient. Comme si ce n'était pas le cas, elle va devenir plus forte. La femme remercie encore une fois le gars pour son aide, mais au fond, il comprend que sans elle, rien n'aurait fonctionné. Le temps est clair dehors, le soleil perçant les nuages illumine les bâtiments à plusieurs étages. Le personnage principal est assis paisiblement dans une voiture et regarde par la fenêtre. Le conducteur regarde le gars à l'aide d'un miroir. Il vérifie avec lui s'il peut le gérer. L'homme explique qu'avec un tel corps, il peut faire le travail d'un stagiaire. Il a entendu dire qu'être médecin est très difficile et fatigant, mais Chuck l'a choisi lui-même, donc ça va. Le gars s'essuie lentement les mains, gêné par quelque chose. Le personnage principal remercie son père de s'être inquiété. Jamie pense que c'est une bonne chose que la relation de Chuck avec son père soit tendue au départ. Pendant qu'il conduit la voiture, l'homme répond à plusieurs reprises, gardant les yeux sur la route. Ils arrivent dans l'un des hôpitaux universitaires. Le personnage principal pense qu'il veut tout recommencer. Ce n'est bien sûr pas l'hôpital où il a étudié dans sa vie antérieure, mais ici, il repartira de zéro et se distinguera par ses capacités. Le père demande si le gars a oublié quelque chose. Il répond que s'il a besoin de quelque chose, il l'achètera ici. L'homme veut ajouter quelque chose, mais décide de ne pas le dire. Le gars demande à son père d'être prudent sur la route. La voiture démarre brusquement, s'éloignant de l'hôpital. Il est encore temps avant l'examen de stage, peut-être que le gars devrait regarder autour de lui. Il regarde l'université de l'extérieur, entre à l'intérieur et pense que les conditions ne sont pas si mauvaises. Soudain, il est distrait par un bruit étrange. Il ouvre la porte et demande ce qui se passe là-bas. Les filles le regardent avec surprise. Je ne comprends pas qui est cet homme. Le personnage principal répond qu'il est médecin et qu'il passe ses examens internes aujourd'hui. Il passait par là et a entendu des cris. Une aiguille noire sort de la main de la jeune fille. Il dit que maintenant il y a une piqûre sur la chaîne avec une carte et qu'il va la retirer. Mais ça devrait faire un peu mal. La fille aux cheveux noirs s'appelle Inessa, elle remercie le sauveur. La patiente s'appelle Margot, elle a un peu le vertige, probablement à cause de la peur. En entendant cela, le personnage principal tombe dans la stupeur. Peut-être que quelque chose ne va pas. Il utilise ses compétences et ouvre l'affichage d'état, vérifiant ainsi les principaux symptômes de la jeune fille. Chuck crie que Margot est en choc anaphylactique et doit être immédiatement emmenée aux soins intensifs. Quand les filles partent, le gars pense que sans l'œil d'Hippocrate, elles auraient de sérieux ennuis. Il y a beaucoup d'aventures au cours d'une journée, les gens se rassemblent dans la salle de réunion en attendant le début de l'événement. Chuck s'assied sur son siège, pensant au fait qu'il était presque en retard. Ses camarades de classe sont assis à côté de lui. Il lui demande comment il se sent. Il répond que tout va bien pour lui. Le gars demande également pourquoi son camarade de classe lit si fort et il répond qu'il se prépare pour un examen d'état. Le personnage principal demande quelles sont ses chances de ne pas réussir. Le gars répond que cette fois tout sera un peu différent. Un peu effrayé, Chuck a précisé ce que voulait dire son camarade de classe. Sa connaissance a dit que l'un des inspecteurs est un monstre aux cheveux blancs. Il est maître de conférences en chirurgie abdominale dans son université.
si pointilleux que s'il n'aime pas une personne, il peut dire au revoir à son alma mater. On dit qu'il ressemble à un bandit des montagnes et que les zones chauves sur sa tête forment une forme distincte en M. Le personnage principal pense que de telles rumeurs ne devraient pas le dérouter, son deuxième examen devrait être réussi, l'entretien pour les stagiaires commence. Le gars attend patiemment son tour, son numéro est le 85. L'un des examinateurs est un membre du conseil scientifique nommé Mason. Le personnage principal décide de tester l'homme en utilisant sa compétence de statut. Il possède de nombreuses compétences particulières. Pour commencer, les examinateurs confient aux candidats une tâche pratique. Ils leur confieront une tâche individuelle et leur demanderont de venir lorsque leur nom sera appelé. Mason a une certaine compétence appelée ignorer les faibles. Il laisse des marques, mais tout le monde a des marques sauf cet homme. Si vous faites vos preuves, vous recevrez immédiatement une note négative. Chuck pense qu'il doit tout donner. Le numéro 80 est appelé, bientôt c'est le tour du personnage principal. Walter se remet d'une mission individuelle et doit poser une attelle à un patient présentant une fracture fermée. Tout d'abord, appliquez un plâtre de la paume sur l'avant-bras et pansez-le, puis fixez les articulations au-dessus et au-dessous de la zone de fracture dans un état immobile. Il pense que c'est un excellent traitement, le gars sait ce qu'il fait. Maintenant, la tâche générale commence, les numéros nommés doivent sortir et suivre les instructions. Le numéro 81 doit avoir une suture de matelas horizontale. La jeune fille est très inquiète et demande si le numéro 80 aurait dû passer en premier. Clarifier si elle refuse de terminer la tâche. Chuck regarde la fille et pense que la tâche pratique n'est pas du tout difficile. Mais la fille ne pourra pas démontrer ses compétences non seulement à cause de son enthousiasme, mais aussi à cause de sa capacité à ignorer les faibles. La fille essaie de faire face à la tâche, mais l'homme la rabaisse de toutes les manières possibles. Il dit qu'elle s'excusera auprès de la patiente, il lui demande de se ressaisir, ils n'ont pas besoin d'internes sans valeur. Le fils de Mason appelle le numéro 80 pour qu'il puisse également accomplir cette tâche. Chuck le suit, l'homme lui demande de commencer. Le gars fait les coutures avec aisance, il n'a aucune difficulté. Il apprécie la sensation de tenir enfin un instrument entre ses mains. L'homme fait attention au gars, il n'est pas nerveux et démontre ses capacités avec confiance. Contrairement aux autres, il est déjà sur la 5e couture, tout en gardant une distance égale entre eux. Mason lui demande de terminer et demande dans quel cas une suture de matelas horizontale est appliquée. En raison de son effet hémostatique, il est utilisé pour fermer les zones présentant une forte accumulation de vaisseaux sanguins, ainsi que les zones présentant une épaisse couche de peau, comme la paume ou le pied. Il demande quels sont les inconvénients de la suture, le personnage principal répond sans difficulté qu'elle ne peut pas maintenir la connexion des couches profondes, donc elle n'est pas utilisée pour des lacérations profondes. Mason demande au numéro 85 de regagner sa place, son examen est terminé. L'homme pense que celui qu'il attend depuis si longtemps est enfin arrivé, la marque sur la poitrine du type change. Le personnage principal desserre sa cravate, enlève sa veste, vous pouvez désormais vous détendre. Il s'approche du distributeur de boissons, il a l'impression qu'il va s'étouffer, porter un costume est très inconfortable. La marque d'ignorance a disparu, on peut donc dire sans se tromper que Chuck a réussi. Dans le passé, le stage de Jérémy était un enfer sur Terre, mais l'expérience et la souffrance de 3 années de résidence sont toujours avec lui. Le personnage principal sirote son verre de manière décontractée, il va tenter de tout recommencer. Le camarade de classe de Chuck soupire lentement et déçu. Le personnage principal lui dit qu'en le regardant, on voit immédiatement qu'il vient de s'entraîner. Il n'a pas eu beaucoup de chance, car le premier jour où il s'est retrouvé immédiatement aux soins intensifs, un seul mot le fait trembler. Le gars essaie de rassurer son camarade de classe, lui dit de considérer cela comme une patrouille routière, et alors tout sera plus facile. En réanimation, le médecin est uniquement tenu d'identifier le patient plus tôt et de lui prodiguer le traitement le plus simple. Il est important d'identifier qui a le plus besoin d'aide et d'appeler le médecin qui lui convient. Chuck pense donc que demain ne sera pas si difficile. Un camarade de classe lui demande comment il sait cela. Peut-être que quelqu'un le lui a dit. Il répond que ce n'est que sa supposition. Existe-t-il une règle écrite selon laquelle après un jour de pluie, l'unité de soins intensifs est sur ses gardes? Chuck prend le gars par les épaules et lui dit de ne pas avoir peur et d'aller travailler dur. Même si cela n'aidera pas beaucoup, le personnage principal utilisera sa compétence de soutien. Un camarade de classe sourit largement et dit que tout va bien. Le niveau de compétence augmente, passe au 2e niveau et de nouvelles améliorations lui sont désormais disponibles. Le personnage principal sera heureux si ses compétences continuent à se développer progressivement. À l'avenir, un cas encore plus difficile l'attend. Il regarde son nouvel uniforme, il n'est plus l'idiot de Jérémy. Le gars dort à peu près dans son lit, le lit de Chuck est vide. La fille et le gars regardent l'invité qui arrive avec confusion. Chuck les salue, ils sont au travail depuis tôt le matin, à partir d'aujourd'hui il sera interne au bloc opératoire du service de chirurgie abdominale. Il pense que ce sont tous de très bonnes personnes, la jeune fille le présente à l'infirmière. Elle dit que leurs résidents sont très méticuleux,
Elle recommande donc de lui montrer tout ce qu'il sait faire. Il dit qu'il fera tout son possible pour montrer ce qu'il peut faire. L'infirmière demande si le gars a déjà eu des patients. Chuck demande à lui donner une liste de patients et le matériel nécessaire au traitement.